Nous avons réalisé une étude ici, et mes amis vont commencer à la refléter maintenant. Monsieur Ihsan, permettez-moi de m'adresser à vous. Bien sûr, ici, les déclarations sur cette tension nucléaire sont très vives, et Trump fait son truc de Trump. En fait, aujourd'hui, la dernière déclaration de Medvedev sur cette question, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans une polémique avec Trump sur les sous-marins nucléaires, mais M. Ahmed a fait remarquer que 1945, Yalta, à la conférence. Lorsque Trump a pris ses fonctions le 20 janvier, je me suis demandé si la politique à l'égard de la Russie était en train de changer et si la Russie et l'Amérique allaient se rapprocher à l'avenir. J'aimerais vraiment savoir s'il est revenu à sa politique traditionnelle aujourd'hui et jetons un coup d'œil aux sous-marins américains d'un côté et aux sous-marins russes de l'autre. Les sous-marins américains de la classe Ohio, nous avons écrit les détails, 20 tubes de lancement sont situés 1120 ogives, peuvent être transportés juste en dessous de la ligne de base. Sous-marins de la classe Los Angeles. Lorsque nous regardons les détails, nous voyons qu'il peut attaquer des navires et des sous-marins à 50 km avec des torpilles MK-48. Les Seawolf peuvent tirer des missiles Tomahawk à partir de 8 tubes lance-torpilles et peuvent transporter jusqu'à 50 armes. Il peut transporter des missiles Tomahawk et environ 25 torpilles MK-48. Examinons le front russe, par exemple, 16 missiles balistiques sur des sous-marins de la classe Kalmar. Ces sous-marins de la classe Boré sont dotés de systèmes d'ogives nucléaires multiples et d'une capacité d'emport de missiles terrestres de 8000 à 9300 km². Les Antaeus peuvent transporter 24 missiles anti-navires Granny d'une portée de 600 km, ainsi que des torpilles et des mines. Quant aux sous-marins de la classe Yasen, ils peuvent neutraliser des cibles maritimes et terrestres à une distance d'environ 1000 km grâce à leurs missiles de croisière hypersoniques. Les autres sous-marins des classes Shuka et Shuka B. Le RK-55 frappe des cibles à 550 km avec des missiles Garnet et divers missiles de croisière. Enfin, il y a les projets 945 et 945A de 300 à 600 km. Ils peuvent neutraliser des cibles terrestres avec des missiles de croisière à des kilomètres de distance. Mais d'un autre côté, est-il nécessaire d'obtenir un tel soutien de la part du public ? Ce sont les dirigeants qui s'efforcent de montrer qu'il y a un besoin. Alors que la Russie se trouvait dans une situation aussi misérable, Clinton l'a beaucoup insulté lors d'une réunion internationale. Bien sûr, a dit Eltsine, même s'il était ivre. Je crois que Clinton a dit qu'il ne savait pas que nous avions des ogives nucléaires. C'est ainsi qu'elle a réagi. À cette époque, la Russie était au plus mal. Elle n'était donc pas bien représentée. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Quoi qu'il en soit, s'il doit y avoir une guerre nucléaire, je veux dire, Israfil. Une crise, Bill Clinton. Je m'excuse beaucoup. J'aimerais qu'un journaliste demande à Boris Eltsine si sa rencontre avec Bill Clinton a été un désastre. Il se retourne et dit au journaliste « C'est vous qui êtes un désastre ». Et Bill Clinton est pris d'une crise de rire pendant 8 minutes. Un moment incroyable, une accolade pour Boris Eltsine. Je crois que Clinton a répondu qu'il ne savait pas que nous avions des ogives nucléaires. Maintenant, il n'y aura pas de guerre nucléaire. S'il y a une guerre nucléaire, nous nous rendrons compte qu'Israfil a fait sauter le mur. C'est donc la fin du monde. Il va falloir faire les comptes de l'autre côté. D'un autre côté, à un moment donné, il y a une foule de gens qui font les comptes. La bataille commence. Ihsan Sureyes a une très belle anecdote à ce sujet. En Russie, cet athéisme est très répandu. Il était étudiant en France. Puis il y a eu l'occupation algérienne. Dieu existe-t-il ou non ? Il dit que même s'il n'existe pas, il doit exister. Qui va régler vos comptes pour ces atrocités? Ce compte devra être réglé un jour. Lorsque la guerre a commencé, la Turquie a joué un rôle très important. Elle a rapproché les deux camps. Et je pense que c'était un événement sans précédent dans l'histoire du monde. Notre président a prononcé un discours. Les partis ont bu le sang de l'autre sur le terrain. Les deux ont fait une ovation au président. Quelle impartialité, quelle équité, quelle justice dans ce comportement. L'une des deux parties aurait donc pu être satisfaite, alors que les deux auraient pu l'être. En fait, cela signifie que ce jour-là, Russes, Ukrainiens, en faveur de la fin de la guerre. Mais ils ont immédiatement diffusé une vidéo de massacre des services secrets britanniques et ont prolongé la guerre. La guerre aurait pu se terminer. Comment aurait-elle pu se terminer? Lorsque Trump a pris ses fonctions. Dès son arrivée, il a d'abord examiné le terrain et renforcé son propre camp. Il fournirait des armes, des munitions et des preuves. La guerre s'équilibrerait. En d'autres termes, la Russie et l'Ukraine se seraient retrouvées face à face.
De toute façon, pourquoi fait-on la guerre? Les guerres sociales sont menées pour définir des frontières, pour tracer des lignes. La Russie aurait aussi regardé parce que les chaussures étaient un peu chères. Mais Trump, je ne sais pas, il a fait preuve d'un niveau d'inexpérience qu'un État tribal aurait fait. Premièrement, il a fait appel à ceux qui se sont battus sur leur propre territoire, c'est-à-dire ceux qui se sont battus pour leur propre terre. Il a battu son propre allié. Je pense que dans l'histoire du monde, le titre de premier chef d'État à battre un allié, pas un adversaire. Je pense que Poutine a profité de la naïveté de Trump. Hasard avec un tel effondrement psychologique en Ukraine, alors qu'il y a un débat sur la question de savoir si l'Occident soutiendra ou non, s'ils se battront ou non, a augmenté sa propre pression et ses progrès. Les États européens se sont mis en colère. Monsieur, si c'était en Amérique, nous continuerions ce travail. Ils ont appelé Zelensky et se sont entretenus avec lui. Savez-vous ce qu'ils ont fait de plus efficace? En fait, c'est une situation qui montre en quelque sorte la sainteté de l'Europe en matière de sécurité. Ils ont fait asseoir Zelensky à la table de Trump. C'est donc le plus grand succès de la diplomatie européenne. Je pense que la Grande-Bretagne joue un jeu à plusieurs facettes. Historiquement, la Grande-Bretagne a toujours été distante de la croissance et du développement de la Russie. C'est pourquoi elle a soutenu l'Empire ottoman, y compris la guerre de Crimée et son intégrité territoriale. D'autre part, elle s'est séparée de l'Europe. Les Britanniques prédisaient le déclin progressif de l'Europe. Vous savez, pensez à ceci. Les États-Unis d'Amérique sont un géant. La Chine se développe de l'autre côté. On prédisait que la prospérité européenne déclinerait progressivement. Or, le Royaume-Uni est en train d'accomplir un travail très fructueux. Premièrement, il affaiblit l'Europe continentale. En d'autres termes, l'équation France-Allemagne s'affaiblit. D'autre part, la Russie s'affaiblit. Et à long terme, les deux rivaux de la Grande-Bretagne sont tous deux en déclin. Trump a une vision intéressante de l'Europe. En fait, Trump ne combat pas la Chine, il ne combat pas la Russie. Trump est en conflit direct avec les États d'Europe continentale et il s'en moque, à savoir l'avenir de l'Allemagne. Il se moque de l'avenir des autres pays, il se moque du concept de l'OTAN. Il ne nous a jamais donné l'occasion de le faire. En d'autres termes, avec le Besiktas américain, Trump et l'Europe continentale, qu'il est si distant. Le fait qu'ils sont aussi en guerre avec la Russie. Maintenant, pensez à l'arrogance des Européens il y a 10 ans, 20 ans. Je m'en suis rendu compte pendant la guerre de Syrie. Une guerre civile a commencé en Syrie. Les États-Unis sont présents. La Russie est là, l'Iran est là, la Turquie est entrée d'un côté. Il n'y a pas d'Europe continentale, il n'y a pas d'Angleterre, pas d'Allemagne. Bien sûr, nous avons beaucoup de mythes occidentaux, comme ceux de la CIA. Monsieur, même s'il n'y a pas d'Allemagne, il y a Isparta. Non, il n'existe pas. En fin de compte, ces États n'ont pas d'équivalent dans le monde. Ces États n'ont pas d'équivalent dans l'équation mondiale. La France a essayé de nous vendre une séca sur la Libye. Puis nous avons vu comment nos présidents se sont adoucis, comment Macron a donné des messages doux. Qu'est-ce qui joue en notre faveur? En particulier la République de Turquie, qui dispose d'une armée puissante. En termes d'équipement, c'est un problème pour nous depuis le début de la modernisation ottomane. Lorsqu'elle a commencé à équiper sa puissante armée avec son propre matériel, une puissance est apparue. Aujourd'hui, la France, l'Allemagne et des dizaines de petits États européens ont commencé à regarder la Turquie en face. Ils ont commencé à se retourner vers la Turquie. La Turquie peut-elle être acceptée dans l'Union européenne? Pouvons-nous faire preuve de solidarité dans le domaine de l'industrie de la défense? Je suis d'accord avec M. Ahmet. Si l'Allemagne a l'intention de construire une armée aujourd'hui, elle peut atteindre une armée de combat dans 50 ans. C'est une blague, même les hangars sont loués au secteur privé. Vous savez, les hangars à munitions, pour qu'ils ne soient pas vides. Maintenant, ils vont d'abord s'asseoir, ils enverront des avocats, ils videront les hangars, ensuite ils produiront des munitions et les mettront là. En d'autres termes, il est très difficile de transformer une armée en force de combat en 5 à 10 ans. Si l'Ukraine était tombée, la Russie, c'est-à-dire la Russie qui a pu atteindre la frontière française, aurait pu revenir. Entre-temps, il y a la Pologne à laquelle la Russie est historiquement hostile. En fait, c'est la Pologne qui a le plus peur de cette guerre. Elle veut à la fois des patriotes et des armes nucléaires. En d'autres termes, la Pologne veut tout. Ne soyons pas surpris si un jour la Russie ne peut pas surmonter sa colère et attaque la Pologne, car elle n'a pas d'inimitié historique avec l'Ukraine. En effet, les Ukrainiens et les Russes se considéraient comme une même nation, un même État. La plupart du temps, oui, après 2014, l'Ukraine a connu une vague de nationalisme contre les Russes. Il a préparé une armée, il a donc 40 millions d'habitants,
Elle a montré une résistance considérable, mais ils ne sont pas aussi éloignés des Russes que les Polonais. Je pense que les États-Unis ne peuvent gagner la guerre que par la stabilisation de la situation sur le terrain et non par la menace nucléaire. Je pense que cela se transformera en paix. Je ne sais pas si Trump est prêt pour une lutte de si longue haleine, je pense cela. Poutine a profité de la naïveté de Trump et il en a abusé. Il a abusé de la naïveté de Trump et en a tiré un grand avantage. Nous ne voulons pas de cela non plus. Nous ne voulons pas que la Russie transforme la Méditerranée en un lac russe. Et permettez-moi de dire que notre président entretient les meilleures relations de voyage avec Poutine. Et lors de toutes les réunions internationales, il n'a jamais accepté l'annexion de la Crimée. Je veux dire, pensez-y comme ça, ces soi-disant alliés. L'Ukraine, l'Allemagne, la France, l'Italie et ainsi de suite. Tant d'alliés. Ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Aucun pays européen ne soulève la question. La Turquie seule. Voilà ce qu'a fait Biden. Il a rassemblé les États européens que Trump avait désorganisés. Après les avoir rassemblés, il leur a fait cadeau d'une guerre, la guerre Ukraine-Russie. Je ne sais pas quand ils en sortiront, c'est peut-être ce qui s'est passé, ça n'a été utile que pour la Syrie. Cette guerre a permis à la Russie et à l'Iran de se retirer facilement de la Syrie. Peut-être que c'était quelque chose pour nous à long terme, je pense que c'est la solution.